Bien. Maintenant, je pense que c'est très important que nous puissions un peu parler des états de choc. Bien. Ce que nous avons à dire aujourd'hui, les chocs, c'est une défaillance cardio-circulatoire. Une défaillance circulatoire plus ou moins aiguë. Et cela, ça entraîne une insuffisance de la perfusion tissulaire, tu vois. Et lorsque les tissus ne sont pas bien perfusés, lorsqu'ils ne reçoivent pas suffisamment du sang, il y aura des lésions qui vont s'installer. Et la plupart de ces lésions-là sont irréversibles. Et un petit moment après l'installation de l'état de choc, il y a la conséquence qui peut s'en suivre, c'est les décès. Pour éviter cela, il faut un diagnostic qui est beaucoup plus précoce. Il faut aussi un traitement beaucoup plus précoce. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si une fois les tissus ne sont pas bien perfusés, c'est catastrophique. Bien. Ce que nous allons dire aussi ici, nous allons parler de l'étiologie et de la physiopathologie de différents chocs. Il y a les chocs hypovolémiques, il y a les chocs septiques, il y a les chocs anaphylactiques, il y a les chocs aussi cardiogéniques. Alors, nous allons voir tous ces chocs-là et puis nous allons voir leurs signes cliniques. En parlant des signes cliniques, nous avons deux volets. Nous allons voir les signes cliniques qui sont beaucoup plus communs à tous ces chocs que nous avons cités. Cardiogéniques, septiques, hypovolémiques. Nous allons voir aussi des signes cliniques qui sont un peu spécifiques à chacun de ces états de choc. Ok? Bien. Et plus tard, nous allons voir le plus vite possible le traitement de chacun de ces chocs-là, les conduites à tenir. Et nous allons voir pour chaque état de choc quelle conduite à tenir il faut. Donc, une conduite à tenir selon la cause. S'il s'agit de l'hémorragie, il faut une conduite à tenir qui a pas. S'il s'agit de la déshydratation aiguë qui est due à une gastroentérite virale ou à une gastroentérite bactérienne, ça, il faut vraiment traiter selon ces cas. Et s'il s'agit d'un choc septique aussi, là où nous voyons un sepsis quelconque qui a entraîné un choc, voilà. Ou bien s'il s'agit d'un choc cardiogénique, donc vous voyez que nous pouvons avoir plusieurs formes de traitement selon la cause qui a entraîné l'état de choc. Donc, à part bon, ça c'était juste une toute petite présentation. Alors, nous allons voir l'étiologie des différents chocs. Des chocs hypovolémiques, des chocs cardiogéniques, des chocs septiques. Alors, parlons tout d'abord de l'hypovolémie vraie. Vous savez, l'hypovolémie vraie, c'est celle qui est due à quoi? À une diminution importante de la masse sanguine. Quand il y a baisse de la masse sanguine, il y a l'installation d'un état de choc hypovolémique. Et en cas de baisse de la masse sanguine, nous voyons en premier lieu ce qu'on appelle l'hémorragie qui est extériorisée ou une hémorragie qui n'est pas extériorisée. Ça, c'est l'hypovolémie vraie. Nous pouvons aussi avoir la déshydratation. Oui, la déshydratation aussi, c'est une hypovolémie vraie. Donc, dans l'hypovolémie vraie,
nous allons voir la déshydratation, nous allons voir l'hémorragie non extériorisée, l'hémorragie aussi extériorisée. En parlant d'abord des hémorragies extériorisées, mettons-nous ici. En parlant des hémorragies extériorisées, nous voyons des causes traumatiques. La personne était agressée, on l'a blessée. Il a saigné comme pas possible, il a perdu une grande quantité de sang, pouf, hypovolémie. La personne a été opérée. Il a perdu une grande quantité de sang, pouf, hypovolémie. La personne, après avoir été opérée, on a oublié de suturer un vaisseau quelconque, il a saigné. Souvent l'hémorragie devient non extériorisée. La personne, une jeune dame, a contracté une grossesse. Voilà, malheureusement, la grossesse s'est développée en extra-utérine dans les trompes. Pouf, les trompes ont éclaté, la saigné. Hypovolémie. La personne a, par exemple, une maladie telle que les ulcères gastro-duodénales. Il est en train de saigner et à un certain moment, bien sûr, cela en général se manifeste par de méléna, la présence de sel mélangé ou quoi, à du sang. Vous voyez tout ça. Donc tout ça, ce sont des hémorragies. D'entre eux, nous avons des hémorragies extériorisées et des hémorragies non extériorisées. Bien. Nous pouvons aussi avoir, tel que je l'ai dit, la déshydratation. La personne a beaucoup vomi. Jusqu'à un point où il a perdu une grande quantité de liquide à cause des vomissements, où la personne a fait la diarrhée comme pas possible. Il a perdu une grande quantité de l'eau. C'est ça. Il tombe dans un choc hypovolémique. La personne est diabétique. Il y a des complications. Acidocétose, oui, ça entraîne la déshydratation. Oui, les comas acidocétosiques, les comas hyperosmolaires. Vous voyez tout ça. Et quoi d'autre? Oui, oui. Même ce qu'on appelle des fuites plasmatiques. La personne était brûlée. Une grande étendue. Il y a eu un écrasement de membres. Tout cela peuvent conduire à des fuites plasmatiques. Et voilà, ça c'est l'hypovolémie vraie. Bien, nous avons aussi ce qu'on appelle l'hypovolémie relative. Alors, en parlant de l'hypovolémie relative, nous voyons aussi des éléments tels que les chocs anaphylactiques. Nous voyons aussi les éléments tels qu'une hémolyse aiguë lors des paludismes graves. Hémolyse aiguë, vous savez, avec toutes les conséquences du palud grave. Les signes méningés, les signes pulmonaires, il y a beaucoup. Ça peut conduire même à des embolies. Lorsqu'il y a dépôt de beaucoup de globules rouges qui étaient déformés sur la paroi, ça bloque la lumière du vaisseau. En plus, le sang passe, en plus, ça peut ramener avec lui, le sang peut ramener avec lui un embol de globules rouges, ça va bloquer quelque part. Ouais. Donc, en cas d'hémolyse aiguë, même en cas de certaines intoxications médicamenteuses, ça peut entraîner cette hémolyse aiguë.
Alors, parce que nous avons parlé dans l'hypovolémie relative de choc anaphylactique. Là, nous voyons une série des allergies. Allergie à certains médicaments, dont les antibiotiques, dont l'acide acétylsalicylique, l'aspirine là que vous connaissez bien, les dextrans, gélatine fluide modifiée, même l'allergie à certains sérums d'origine équine, même l'allergie à certains aliments, allergie à quoi d'autre, allergie à certaines piqûres d'insectes. Il y a beaucoup donc d'allergies, oui, à des médicaments tels que des curares. Ce sont les anesthésiques que l'on utilise souvent en réanimation et urgence lors des différentes interventions chirurgicales. Vous voyez tout ça? Tout cela entraîne une hypovolémie relative. Oui. Certains colloïdes aussi entraînent des allergies. En cas de choc anaphylactique, bien sûr. Parce que le choc anaphylactique fait partie de choc hypovolémique relatif. Avec, bien sûr, l'hémolyse aiguë que nous avons parlé ici. Alors, on passe au niveau des chocs septiques. Quand on parle de choc septique, vous voyez déjà un sepsis là-dedans. Mais c'est un choc qui s'installe par un mécanisme qui est beaucoup plus ou moins complexe. Là, nous avons l'association des trois éléments. Donc, pour les chocs septiques, nous voyons la vasodilatation, nous voyons la défaillance cardiaque, nous voyons aussi une hypovolémie vraie. Hypovolémie vraie, soit par extériorisation, soit par non-extériorisation, soit par une déshydratation. Donc on peut voir la déshydratation, on peut voir une défaillance cardiaque, on peut voir aussi la vasodilatation qui, les trois, ils se lient, pouf, à cause d'une infection quelconque qui a précédé tous ces éléments. Alors, c'est un peu ça pour les chocs septiques qui relient ces trois éléments. Défaillance cardiaque, hypovolémie vraie, vasodilatation. En parlant maintenant de ce qu'on appelle les chocs, en parlant maintenant de, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? En parlant alors de certains autres chocs, et on peut voir ça après. En parlant des chocs tels que les chocs cardiogéniques, il faut signaler que les chocs cardiogéniques peuvent être abordés en deux volets. Il y a d'abord le mécanisme qui est indirect et l'autre mécanisme qui est direct qui conduit au choc cardiogénique. Donc, une atteinte directe du myocarde lors d'un infarctus du myocarde, lors d'une contusion ou des traumatismes, même lors d'une intoxication quelconque, ça entraîne l'installation du choc cardiogénique. Pourquoi? Parce que le myocarde qui entraîne la contraction qu'il faut pour propulser le sang ne parvient pas à se contracter normalement. Et l'organisme ne reçoit pas le sang tel qu'il faut. Ça, c'est un choc cardiogénique. Peut-être c'est un infarctus qui entraînerait un choc cardiogénique ou une intoxication, même un traumatisme. Ça, on parle des atteintes
directe du myocarde. D'autres atteintes ou d'autres mécanismes peuvent être indirects, dont le trouble du rythme, je pense au bloc auriculo-ventriculaire. Ok? Quand vous voyez des péricardites constrictives, cela aussi c'est l'un des mécanismes indirects. Et d'autres, tels que les hémopéricardites, beaucoup d'autres éléments, les embolies pulmonaires, même le pneumothorax. Oui, ce sont là les éléments qui entraînent un mécanisme indirect qui conduit au choc cardiogénique. Les atteintes valvulaires également, voient des sténoses, que ce soit du valve auriculo-ventriculaire gauche, que ce soit la sténose au niveau de l'aorte, du valve aortique. Tout cela, ce sont des mécanismes indirects qui conduisent au choc cardiogénique même. Donc toutes ces pathologies valvulaires, même certaines anémies graves, même les béribéris et bien d'autres. Cela, ce sont des éléments qui conduisent au choc cardiogénique. Donc nous avons l'atteinte directe du myocarde, infarctus, traumatisme, intoxication, contusion. Ça conduit au choc cardiogénique. Nous avons des mécanismes indirects. Le défaut du rythme cardiaque, donc trouble des rythmes, des péricardites constrictives, des béribéris, certaines anémies, et bien d'autres, donc quand même le pneumothorax et beaucoup d'autres éléments. Qu'est-ce que nous pouvons alors signaler ici? Bon, nous pouvons toujours nous mettre ici derrière pour continuer. Il y a certains éléments que je n'aimerais pas sauter ici. Tel que nous avons dit bien avant, il y a des signes qui sont communs à la plupart des états de choc. Ces signes, il ne faut pas les oublier. La pâleur, le marbrure cutanée, les extrémités froides, la sueur, la soif, tous ces éléments-là sont communs à tous les états de choc. Les pulses rapides, qui sont souvent surtout perçus au niveau carotidien et au niveau fémoral. Les pulses qui sont rapides et filants. Nous avons aussi les temps de récoloration capillaire supérieure à 3 secondes. Quand vous pensez ici, vous voyez que le sang est chassé. Par exemple, ici au niveau du phalange distal du doigt. Le sang, mais quand vous lâchez, le sang revient directement pour reprendre son espace où il a été chassé. Et quand vous voyez ça à moins de 3 secondes, ça va, c'est bien. Mais chez la personne qui est en état de choc, vous pensez, vous voyez que le sang traîne 3, 4, 5 secondes pour revenir à son espace initial. Ça, c'est l'un des signes vraiment des chocs. Vous avez l'anurie, l'oligurie. La personne ne parvient pas à uriner ou urine seulement un tout petit peu. Oui, c'est logique. Conséquence logique de l'hypovolémie ou des autres chocs. Mais en général, tout ça, ce sont des éléments qui sont un peu communs, des signes cliniques qui sont communs à presque tous les chocs. Même la cyanose, la dyspnée, la tachypnée, oui, ils s'installent, mais d'une manière variable en fonction de leur mécanisme. L'autre élément à ne pas oublier, c'est la tension artérielle, qui est souvent bas. La différentielle de la tension, qui est pincée. Et parfois, la tension est imprégnable. Vous voyez que là, c'est les choses déjà qui a déjà évolué. L'état de conscience de la personne en état de choc est souvent conservé, mais la personne est parfois
en état de confusion, la personne peut être un peu agitée, ou même avec une apathie fréquente. Donc, c'est un peu ça pour les signes cliniques communs à presque tous les chocs. Mais si une fois nous allons choc par choc, en commençant par les chocs hypovolémiques, tous ces signes communs de tous les états de choc que nous avons cités là sont presque tous dans l'état de choc hypovolémique. Donc, les signes communs aux états de choc que nous venons de citer font partie presque tous de choc hypovolémique. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas sous-estimer l'état de choc hypovolémique. Il y a certains patients qui perdent déjà jusqu'à 50% de leur masse sanguine sans qu'il n'y ait des manifestations vraiment qui sont palpables. Et jusqu'à 50%, c'est par là que vous allez voir presque tous ces signes arriver. Et ça sera déjà un peu tard si l'on ne fait pas attention. Les patients vous filent entre les doigts. Il faut déjà agir. Nous verrons les traitements, je crois bien, dans l'autre vidéo. Alors, il y a des signes spécifiques aussi pour les chocs anaphylactiques. Choc anaphylactique, là, il y a chute brutale de la tension artérielle. Et vraiment, il y a aussi la tachycardie dans le choc anaphylactique. Il y a aussi des manifestations cutanées, érythème, urticaire, même des œdèmes, laryngopharyngée, bien pharyngo-laryngée. C'est un peu ça donc. Il y a aussi des manifestations respiratoires lors des chocs anaphylactiques. Il y a des bronchospasmes, il y a des dyspnées, d'accord? Donc, tous ces éléments-là se trouvent dans le choc anaphylactique. Ce sont vraiment des éléments à ne pas oublier. Qu'est-ce que je vais dire en plus ici? Il y a l'autre choc, bien sûr, choc septique et les chocs cardiogéniques qu'il ne faut pas sous-estimer. Choc septique, vous avez compris là-dedans, il y a déjà la notion de sepsis, fièvre. Et là-dedans, dans le choc septique, il y a, si pas la fièvre, une hypothermie. Vous savez, les chocs, les sepsis. Donc, choc septique, on peut avoir fièvre ou hypothermie, ça dépend, dans une température qui est inférieure à 36 degrés Celsius. Vous pouvez avoir aussi des frissons, l'état confusionnel. Une infection qui a atteint les patients, qui a évolué jusqu'à un certain moment, jusqu'à atteindre la défaillance des organes ou d'un ou de plusieurs organes, voilà. Donc, un choc septique, mais dans la phase initiale, dans les chocs septiques ici, la tension artérielle est plus ou moins conservée ou même normale. Et puis, en un certain moment, vous verrez une chute rapide de la tension artérielle avec un tableau clinique qui va rentrer au niveau du choc hypovolémique. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. Mais en plus, je peux terminer par les chocs cardiogéniques. Et plus tard, nous allons passer, si pas dans cette vidéo, même dans la prochaine vidéo, nous allons passer au niveau des chocs, des traitements. Mais maintenant, c'est les chocs cardiogéniques. Alors, par rapport aux chocs cardiogéniques, vous voyez ce qui est dû, dont l'origine est au niveau du cœur cardiogénique. Mais il y a des signes, bien sûr, qui sont respiratoires, mais c'est en réalité les signes qui reflètent l'insuffisance cardiaque gauche. Et après, il y a aussi des signes de l'insuffisance cardiaque droite. Ici même dans les chocs cardiogéniques. Alors, dans les chocs cardiogéniques, on peut se mettre ici encore une fois.
fermés plus ou moins à l'aise. Alors, dans les chocs cardiogéniques que nous venons de dire ici, nous avons dit qu'il y a des signes respiratoires qui traduisent les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Insuffisance ventriculaire particulièrement gauche. Là, on a les œdèmes aigus du poumon. Nous avons aussi la polypnie et les râles crépitants lorsque on ausculte. Il n'y a pas de stéthoscope ici, voilà. Voilà, donc lorsqu'on ausculte, il y a ces râles crépitants à l'auscultation. Là, ce sont des signes respiratoires qui traduisent une insuffisance ventriculaire gauche. Il y a aussi les signes de l'insuffisance ventriculaire droite. C'est là que nous avons la turgescence des veines jugulaires, la turgescence jugulaire. Nous avons aussi ce qu'on appelle les reflux hépatojugulaires. C'est surtout cela. Reflux hépatojugulaire ainsi que la turgescence jugulaire. Mais il faut signaler une chose. L'insuffisance ventriculaire gauche ici, donc l'œdème aigu du poumon, l'OAP, n'est-ce pas? L'auscultation où l'on a les râles crépitants, la polypnie sont souvent associés à ces turgescences jugulaires et au reflux hépatojugulaire. Donc, l'insuffisance ventriculaire gauche est fréquemment associée à l'insuffisance ventriculaire droite. Alors, il faut poser un bon diagnostic étiologique. Et ce diagnostic étiologique sera orienté selon le contexte. Est-ce que la personne était traumatisée? Y a-t-il une notion de traumatisme? Y a-t-il une notion de piqûres d'insectes? Traumatisme, oui, choc, quand il y a eu hypovolémique vrai, hémorragie et tout. Est-ce que c'est un anaphylactique qui a-t-il eu certaines allergies à telle ou telle autre chose? Est-ce qu'il a été piqué par un insecte? Est-ce qu'il y a eu plus de médicaments? Et d'autres choses. Il faut aussi... donc le diagnostic aussi sera aussi basé sur la clinique. La personne a-t-il eu la fièvre, une infection qui a précédé ces chocs ou quoi? Il faut voir aussi l'état des plis cutanés. Est-ce qu'il y a les plis cutanés persistants quand vous essayez un peu au niveau abdominal, au niveau n'importe où? Et vous pouvez aussi demander, il faut savoir, probablement c'est un choc cardiogénique. Est-ce qu'il y a eu douleur thoracique, soit dû à un infarctus, soit il y a eu l'embolie pulmonaire? Quoi d'autre comme élément? Il faut aussi demander au patient ou examiner carrément les selles du patient. Est-ce qu'il y a présence du sang dans les selles? Est-ce que la personne aurait eu une hémorragie digestive, des IgD ou autre? Est-ce que, donc là, il faut voir un peu s'il y a eu des maténèses, est-ce qu'il y a eu des mélénas? Donc, il y a beaucoup d'éléments à voir là-dessus. Il faut voir même si les patients avaient une plaie ou bien il y a eu une infection anaérobie qui se traduirait par la crépitation sous-cutanée. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus qu'il faut voir pour établir un diagnostic étiologique en se basant donc sur la clinique,
en se basant aussi sur le contexte. Voilà. Donc, tous ces chocs, cardiogéniques, septiques, anaphylactiques, chocs hypovolémiques, il faut traiter, ne pas tergiverser, il faut traiter. J'ai dit pour aujourd'hui, je vous remercie.